Bonjour tout le monde, on se retrouve pour poursuivre notre cours sur la persuasion, cours qui s'inscrit dans le cadre de nos vidéos sur ce que vous devez faire pour devenir meilleur en prise de parole. Et on avait défini dans la première vidéo de cette série ce que ça veut dire devenir meilleur en prise de parole. Ça veut dire que vos prises de parole vous rapportent au lieu de vous coûter. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une situation où vous vous stressez, vous y passez un temps fou, et à la fin ça sert à rien, et pire peut-être, vous vous tapez l'affiche et du coup votre prise de parole nuit à votre image, et bien on passe de cette situation à une situation où quand vous prenez la parole c'est plus agréable et ça sert à quelque chose. Les gens comprennent et les gens agissent à la suite de votre prise de parole, si bien que chacune de vos prises de parole c'est une manière en quelque sorte de recruter des membres dans votre mouvement. Et quand je dis mouvement, ça peut être un mouvement politique, mais ça peut être également un mouvement le mouvement des gens qui prennent soin de leur santé, le mouvement des gens qui sont plus productifs, le mouvement des gens qui, on parle pas seulement de politique, il y a une dimension entrepreneuriale, une dimension bien-être, vous pouvez mettre ce que vous voulez et ce qui vous intéresse derrière ces notions. Une des choses qui est importante pour que vos prises de parole ne soient pas des coups tirés à blanc, c'est effectivement de maîtriser la persuasion pour que quand vous proposez quelque chose, vous arrêtiez de vous prendre des vents. Quand vous proposez un service, quand vous proposez un changement de comportement, vous arrêtez de vous prendre des vents et la discipline pertinente, enfin en tout cas le domaine de la rhétorique qui est pertinent pour progresser là-dessus, c'est ce qu'on appelle la persuasion. Dans la vidéo précédente, on a défini ce qu'était la persuasion comme le fait de ne pas agir seulement sur l'opinion des gens. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait la conviction, c'est le travail d'argumentation, le travail qui vise à lever les objections, le travail qui vise à sourcer vos propos. Et bien tout ça, c'est un travail qui vise à faire évoluer l'opinion des gens. Mais dans votre discours, vous ne devez pas seulement travailler sur l'opinion, vous devez travailler également sur la disposition à agir. Vous devez préparer les gens à agir effectivement. Et ça passe par ce qui est aujourd'hui une science qui tape un petit peu dans les neurosciences, qui tape un petit peu dans la psychologie sociale, même si je fais très attention quand je parle de neurosciences, parce qu'après on se retrouve avec des neurocoachs qui n'ont même pas un doctorat dans quelque discipline que ce soit, et parce qu'ils ont lu 2-3 bouquins de vulgarisation scientifique, se disent ils vont mettre neuro dans leur pratique, et ça a l'air cool. Enfin, c'est un petit peu passé de mode, mais à une époque c'était vachement ça. Maintenant je pense que les coachs sont quantiques. Avant, ils étaient neuro. Voilà, ils étaient neurocoach, institut du cerveau neuronal, de la performance, etc. Et on se retrouve que les gens n'ont jamais publié un article dans quelque domaine que ce soit, et donc c'est un petit peu gênant. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé sur les neurosciences, notamment avec des gens qui étaient connus à l'époque, comme Alain Berthoz, comme Axel Clermans, qui étaient des gens qui étaient vraiment dans ce domaine-là, au sein de mon université, et parmi les partenaires avec lesquels on a travaillé. Donc oui, je me suis vraiment intéressé à ça. Je me suis vraiment intéressé à la manière dont les mots que l'on prononce peuvent avoir un impact en termes d'activation de certaines zones du cerveau chez ceux qui vous écoutent. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui la persuasion, c'est plus quelque chose qu'on peut étudier de façon empirique en regardant ce qui marche, en accumulant des exemples de discours qui ont fonctionné. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer sur des expériences qui relèvent à la fois des neurosciences et qui relèvent également de la psychologie sociale. Et donc ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous faire un petit historique de la persuasion. Vous allez voir que c'est un historique qui est un peu spécial, qui va faire hurler pas mal de monde. On y reviendra parce qu'il y aura 2 temps dans l'historique que je vais faire, parce que pour moi il y a seulement 2 périodes dans l'histoire de la persuasion, mais après on pourrait nuancer évidemment, mais je pense que le présenter comme ça, il y a de bonnes raisons de le faire. Donc la première époque c'est la période d'Aristote. Donc c'est pas rien la période d'Aristote, parce que dites-vous que avant qu'Aristote écrivent son traité sur la rhétorique, et quand je dis Aristote, vous avez d'autres gens à la même époque, mais disons à cette époque du 5e siècle avant notre ère, qui va du 5e siècle avant notre ère à la période où Aristote écrit et publie son traité sur la rhétorique, c'est à peu près moins 350 avant notre ère. Et bien dans cette période, vous avez la première fois une vraie réflexion théorique sur ce que c'est qu'un discours efficace. Avant, vous n'aviez pas ça, et pour une bonne raison, parce que avant, si vous voulez, ça ne servait à rien. Enfin, ça ne servait pas à grand chose de savoir faire un bon discours, parce que de toute façon, les décisions étaient prises soit par des chefs,
soit par des entités magico-religieuses. Donc vous voyez par exemple la Pythie, les oracles, ça existait, hein. Il y a vraiment des gens qui, avant de se demander s'il fallait partir à la guerre, allaient consulter un gars qui faisait un petit machin dans sa grotte et puis qui leur disait bah, les dieux disent que c'est un bon moment pour partir, et donc il n'y a pas à débattre en fait. C'est les dieux qui vous disent ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, donc vous n'avez pas besoin de débattre. Et c'est ce monde magico-religieux qui a été révolutionné aux alentours, disons, de 500 avant notre ère, avec la première expérience de démocratie directe. Et c'est dans le contexte de la première expérience de démocratie directe où vous avez eu un intérêt à vous demander bah, finalement comment est-ce qu'on peut avoir une influence sur les opinions. Avant, encore une fois, c'était soit les chefs, soit les dieux qui prenaient les décisions, donc il n'y avait pas besoin de ça. Mais quand on se retrouve dans une situation ou pour savoir si on doit augmenter les impôts, partir en guerre, changer telle ou telle institution, lever, enfin voilà, prendre des décisions qui concernent la vie des gens et la cité, bah, si c'est plus demander aux anciens, demander aux sages, demander aux entités magico-religieuses ce qu'il faut faire, si le résultat c'est des gens qui discutent et à la fin il y a un vote, ça devient important. Et ça peut même être une question de survie, de savoir bien prendre la parole en public. Et je vous rappelle que Socrate est mort à cause de ça, hein. Socrate est mort parce qu'il avait été accusé par un mauvais poète, un politicien à deux balles, et enfin vraiment des gens qui sont pas restés dans l'histoire. Il avait été accusé de corrompre la jeunesse. Pourquoi est-ce qu'il avait été accusé de corrompre la jeunesse? Parce que c'était pas vraiment un patriote, Socrate. C'était quelqu'un qui doutait de tout, qui doutait de la tradition, qui doutait des dieux, qui doutait de tout, et qui se baladait comme ça dans la ville en poussant les gens à se demander tiens mais est-ce que tu sais pourquoi tu crois ce que tu crois, est-ce que tu as des bonnes raisons de le penser? Et quand vous faites ça dans un contexte où Athènes avait perdu une guerre, et donc c'était un peu dans un contexte de chasse aux sorcières, bah, les gens se sont dit lui il en a marre, il corrompt la jeunesse, on veut des soldats et lui il en fait des penseurs, c'est plus possible. Et donc il a été attaqué en justice et il a perdu le procès. Et ça se passe comment? Bah, c'est que Socrate a défendu sa cause, il a fait un bon discours que vous pouvez voir en partie, même si c'est un petit peu romancé, dans le livre de Platon qui s'appelle l'Apologie de Socrate, texte très intéressant où vous avez le discours que Socrate aurait tenu pour se défendre lors de son procès. Et lors de son procès, eh bien, il a perdu. Et les Athéniens qui l'aimaient bien, les Athéniens aimaient bien Socrate et ils lui ont dit bah écoute, nous on veut pas te tuer. Donc on va te proposer de partir en exil, tu vas partir en exil un petit peu, tu vas te calmer et ça ira. Et Socrate s'est un peu moqué du jury en leur disant bah écoutez non, moi je pense que pour ce que j'ai fait, la peine que je dois recevoir c'est qu'on organise un banquet en mon honneur. Et les gens ont dit bah écoute Socrate tu vas trop loin, tu te fous de nous, hop ce sera la mort. Et il a été condamné à mort, il est mort en buvant du poison, en buvant la ciguë. Mais si je vous raconte ça, c'est pour que vous compreniez que la prise de parole en public à l'époque, dans une démocratie directe, ça avait un impact très important. Ça pouvait être une question de vie ou de mort. Parce que si vous aviez un conflit avec un voisin, eh bien, vous n'aviez pas un avocat, vous deviez parler face à votre adversaire. Ensuite, le public votait. Et ensuite, le public votait non seulement sur qui a gagné, mais également, il votait sur la sentence à vous donner. Et on pouvait très bien proposer la mort. Et dans ce cas-là, bah, si vous perdez, vous êtes mort. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte que vous avez eu cette réflexion qui devenait très importante sur ce que c'est qu'un bon discours et comment on persuade. Le texte phare de cette période, c'est donc la rhétorique d'Aristote. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un texte, si vous le lisez, si vous tapez rhétorique d'Aristote, vous allez le trouver, sans problème, vous allez trouver des versions en ligne de ce texte. C'est un texte où quand vous allez le lire, vous allez, toutes les deux phrases, vous demander mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis vous allez vous demander également qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux utiliser ça? Et ça, c'est des très bonnes questions à vous poser quand vous êtes chercheur. Mais si votre objectif, c'est d'avoir des outils pour faire de meilleures prises de parole, la rhétorique, telle qu'elle, comme matière brute, ça ne va pas vous aider. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je donne des cours, c'est pour ça que je donne des formations. C'est parce que tout mon travail de chercheur, ça a consisté à traduire et à adapter ces textes, ces exercices, ces méthodes qui ont été développés dans une époque où il avait été plus que nulle part ailleurs avant et nulle part ailleurs après important d'être un bon orateur. Bah, vous aviez des outils qui étaient assez balèzes, qui avaient été développés à cette époque, et mon travail ça a été d'analyser ça pour que vous puissiez vous en emparer. Donc qu'est-ce que nous dit Aristote sur la persuasion? Il appelle le terme qu'on peut traduire par persuasion, c'est en grec c'est pistis.
Et pistis, ça peut vouloir dire preuve, confiance, persuasion. C'est pas très clair, mais en tout cas, c'est ça l'objectif de la rhétorique. L'objectif de la rhétorique, c'est d'atteindre ce qu'on appellerait aujourd'hui la persuasion et ce qu'on pourrait appeler la confiance, si on traduit d'une autre manière. Et la manière dont on atteint ça, selon Aristote, eh bien, c'est d'être attentif à la fois à votre logos, donc ça, c'est votre discours, la qualité de vos arguments et de vos raisonnements. Et vous devez également être attentif à votre ethos et à votre pathos. Logos, c'est assez transparent comme concept, c'est-à-dire que vous devez à chaque fois donner des raisons, on en a déjà parlé. Quand vous proposez une mesure, vous devez expliquer pourquoi elle est bonne, pourquoi elle est efficace, pourquoi c'est le moment de la mettre en œuvre, pourquoi est-ce qu'au plan éthique ça passe. Donc c'est ce genre de choses. Et ça ne doit pas seulement être des mots, ça doit être basé sur des faits, sur des preuves, sur des sources. Et donc si vous avez une cause à défendre, ou un produit à vendre, ou quoi que ce soit, vous devez, une partie de votre travail, c'est pas seulement d'essayer de bourrer le mou des gens avec du discours, c'est également d'accumuler des preuves que ça fonctionne. Ça peut être des preuves que vous avez vous-même accumulées avec vos propres expériences et vos propres pratiques, mais ça vaut la peine également d'élargir aux expériences d'autres personnes. Et si vous avez en plus des données, des statistiques, des articles scientifiques, c'est quelque chose qui peut aussi être utile pour savoir si vous êtes dans le vrai. L'éthos. Alors l'éthos, je trouve que c'est intéressant, surtout avec au regard du mouvement de coach en prise de parole contemporain, c'est que je ne veux pas que l'éthos, ce soit quelque chose qui soit considéré comme équivalent à tout le bullshit sur le langage non verbal, le langage corporel, la posture, etc. Pour moi, ça c'est vraiment du cosmétique, quoi. Et moi, je suis pas une maquilleuse. Moi, je suis là pour faire un travail un peu plus profond. Et donc, petite rafale. Et donc, quand vous entendez ethos, vous devez entendre éthique. Petit vent là. On va laisser passer les éléments. Les éléments sont contre moi. Mais donc quand vous entendez éthique, je veux pas non plus que vous pensiez, vous savez, à ces influenceurs qui ont que ça à offrir à leur public. Moi je suis le gentil, je suis le camp du bien, etc. L'éthique, vous devez plutôt le considérer comme un travail. Qu'est-ce que c'est avoir une éthique? Quelle est la manière dont vous allez pouvoir vous construire une éthique? C'est en ayant pour objectif de dire ce que vous faites et de faire ce que vous dites et de faire ce que vous dites. Comment on fait ça? Eh ben, c'est un travail. C'est un travail que vous devez engager sur le long terme. Parce que ça va se calmer ce vent. C'est un travail que vous devez engager sur le long terme en commençant par clarifier quelles sont vos lignes rouges et quel est le cœur de votre combat. On a déjà parlé dans plein de vidéos et dans plein de formations, mais donc vous devez avoir un petit document avec vos grandes idées. C'est-à-dire, je sais pas, moi j'ai des grandes idées du type que un bon discours, c'est un discours qui emmène le public de l'ombre à la lumière, dans le sens où un bon discours, on peut effectivement plonger le public dans quelque chose de sombre, de noir, en décrivant un problème, mais il faut également proposer une solution. Parce que si on n'est pas capable de proposer une solution, on n'est pas un formateur, on n'est même pas un leader ou quoi que ce soit, on est simplement un dealer d'opinion. On est quelqu'un qui essaie de vendre de la négativité et qui n'a rien à proposer derrière. Donc ça, c'est vraiment une éthique que j'ai. Et donc ça veut dire très concrètement que ce genre de principe, avant de faire une vidéo ou avant de prendre une décision, je le convoque, ce principe, en me demandant, mais tiens, est-ce que ce que tu décides, est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est quelque chose qui est en accord avec ce grand principe? Et donc ça, c'est très important, donc de connaître vos grands principes et de les poser sur le papier, parce qu'une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez posé vos grands principes sur le papier et que vous avez pris cette habitude de prendre des décisions qui sont en accord avec vos grands principes, ce qui est bien, c'est que vous pouvez d'une part mieux justifier vos décisions, parce que vous avez des éléments qui vous permettent d'expliquer pourquoi vous avez fait ça. Alors évidemment, les gens peuvent vous dire « ouais, mais quand même, c'était une mauvaise manière de faire, etc. » Vous vous en fichez, parce qu'il n'y a pas de vérité en matière de valeur, il n'y a pas de vérité en matière de choix, vous avez juste des préférences. Et donc le fait que des gens n'aient pas les mêmes préférences que vous, vous en fichez. Par contre, ce dont vous ne vous fichez pas, c'est qu'on puisse un jour vous dire en fait, t'es un hypocrite parce que tu dis ça, mais tu fais ça. Et vous réduisez le risque qu'on montre cette dissonance entre votre discours et vos actes si vous prenez l'habitude d'être clair sur vos grands principes et que vous prenez l'habitude de les convoquer avant de prendre une décision
importante. Donc ça pour moi c'est le cœur de l'éthos, c'est vous dire à partir de maintenant je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et le gros intérêt de ça, c'est que ça va vous aider à être une personne de confiance. Et vous voyez à quel point c'est différent d'un modèle ou du type ouais, j'ai fait très attention à mon langage corporel et puis j'ai parlé avec une voix grave, j'ai parlé lentement, comme ça les gens pensent que je suis un expert. Tout ça c'est vraiment du bullshit. Donc effectivement oui, vous allez trouver des études qui montrent que c'est vrai, vous allez trouver des études qui montrent que les gens sont attentifs à la manière dont vous vous exprimez, au débit de parole, etc. Mais est-ce que c'est un but dans la vie de... Enfin voilà, pour moi c'est un peu de la manipulation de bas étage, c'est un peu du maquillage. Et je pense que si vous voulez construire une personnalité qui inspire confiance et qui inspire tout court sur le long terme, vous avez bien plus intérêt à travailler sur votre éthique. Et travailler sur son éthique, c'est simple, c'est connaître vos grands principes et les convoquer avant de prendre une décision importante. Et puis finalement, dans le modèle d'Aristote, vous avez le pathos. Et le pathos, c'est que vous ne devez pas seulement proposer à votre public un chemin intellectuel, vous devez leur proposer un chemin émotionnel. Et ça c'est pareil, c'est que vous pouvez avoir une approche cosmétique de ça. Une approche cosmétique du style, ok, j'ai compris que je devais montrer que j'étais touché quand je racontais mon histoire, comme ça les gens vont me prendre en pitié, etc. Là c'est cosmétique. Et vous ne voulez pas quelque chose de cosmétique. Et là, vous avez une phrase chez Quintilien qui est intéressante, c'est que si vous voulez vraiment toucher les autres, vous devez être touché vous-même. Et donc, pour moi, la bonne pratique, c'est d'en avoir effectivement quelque chose à faire des sujets dont vous parlez. C'est ça qui va beaucoup vous aider. Vous devez en avoir quelque chose à faire de votre cause. Et comme ça, vous allez effectivement avoir des émotions, mais ces émotions seront authentiques. Les émotions seront sincères. Donc, ça veut dire que quand vous vous enthousiasmez pour la solution que vous proposez, eh bien c'est parce que vous êtes authentiquement enthousiasmé par ça. Vous n'avez pas envie de faire un coup et de vous casser. Si vous êtes authentiquement agacé ou attristé par le problème que vous décrivez, bah c'est parce que c'est le combat de votre vie en fait. C'est parce que c'est un sujet qui depuis longtemps vous préoccupe et c'est un sujet qui continue de vous préoccuper. Donc très important d'avoir cette dimension et donc encore une fois, mettre du pathos dans son discours. Ça ne veut pas dire voilà, mettre un peu de maquillage ici ou là. Ça veut dire que vous avez une bonne idée, de bonnes raisons d'être agacé par un sujet, de bonnes raisons d'être enthousiaste pour un sujet, etc. Et ça va en ayant quelque chose à faire des sujets dont vous parlez. Je pourrais développer plus parce qu'il y a toute une technique et une pratique de l'émotion, parce que les émotions, il ne faut pas que ce soit la commedia dell'arte. Enfin, vous ne devez pas... commencer à faire des trucs où ça ressemble à du théâtre. Vraiment le point avec les émotions, c'est qu'il faut qu'il y ait de la justesse et pour moi cette justesse va de pair avec la sincérité. Mais le fait est, et ça on l'a vu dans la vidéo précédente, que si vous n'avez pas cette dimension émotionnelle dans vos discours, s'il n'y a pas un peu d'urgence, s'il n'y a pas un peu de crainte, s'il n'y a pas un peu d'enthousiasme, et bien vous allez tirer à blanc parce que l'émotion est le déclencheur de la décision. En tout cas, ça c'est la première époque de la rhétorique et on pourrait développer beaucoup et on développera, j'imagine, plus dans les prochaines vidéos. Et donc le premier temps de la rhétorique, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous dit, si vous voulez persuader les gens, il n'y a pas que le discours, il y a également votre ethos, à savoir est-ce que vous êtes une personne digne de confiance, ce qui est rationnel. C'est rationnel pour les gens de pas seulement se dire tiens le mec parle bien, mais de se dire ce mec parle bien et puis en plus j'ai de bonnes raisons de penser que c'est pas un margoulin. Et puis vous avez le pathos, et le pathos c'est le fait que vous allez impliquer émotionnellement les gens qui vous suivent, parce que l'émotion c'est le moteur de l'action. Et c'est là qu'on va rentrer dans le deuxième temps. Et donc je suis désolé pour les médiévistes, les spécialistes du Moyen-Âge, je suis désolé pour les spécialistes de la Renaissance, je suis désolé pour les spécialistes du 19e siècle, etc. Il ne s'est rien passé d'important pour ce qui est de la rhétorique entre l'Antiquité et je dirais les années 70-80 du 20e siècle. Rien. Donc désolé. Alors oui, effectivement, vous avez
Vous avez des choses intéressantes si vous vous intéressez au style. Oui, vous avez des discours de la Révolution française qui sont de très beaux discours. Il n'y a aucun problème avec une rhétorique qui est tout à fait originale. Oui, le style classique, c'est important. Le style baroque, c'est important, etc. Mais je veux dire, en théorie, en termes de théorie, de discours dont on parle, la plupart des textes que vous allez trouver au Moyen-Âge, que vous allez trouver à la Renaissance, ce sont des remixes de ce que vous aviez dans l'Antiquité. Donc ils ont tous essayé d'apporter leur petite touche personnelle, ils ont tous essayé de créer leur propre concept, mais ça reste la même chose. Ça reste une méthode empirique où on regarde des discours, on regarde des bons orateurs et on se dit tiens, je pense que ça a marché. La preuve, le public a fait ça à la fin du discours, etc. Mais c'est pas une méthode expérimentale. Et donc, le renouveau de la rhétorique, le renouveau de la réflexion sur la persuasion, c'est à partir du moment où la méthode expérimentale s'est développée et à partir du moment où on a commencé à avoir des outils qui permettaient de voir l'activité cérébrale. C'est ça le renouveau de la rhétorique. Et il y a deux volets que je trouve intéressants dans ce domaine. Donc encore une fois, vous avez le domaine de la psychologie sociale et vous avez les neurosciences. Et donc je vous conseille évidemment de lire le livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Je vous conseille, pour ce qui est de la psychologie sociale, de lire par exemple Système 1, Système 2 de Kahneman et Tversky. Donc ça c'est un livre où il développe un modèle en ayant fait tout un tas d'expériences sur des erreurs systématiques que produisent la plupart des gens quand on les place face à des problèmes qui a priori, si on réfléchit un petit peu, seraient simples. Et en voyant que les gens faisaient, dans certains contextes, des erreurs systématiques, c'est-à-dire que vous avez 70-80% des gens qui font la même erreur quand on les confronte dans une même situation, ils en ont déduit un modèle selon lequel notre esprit fonctionne à deux vitesses. Donc vous avez le système 1, et le système 1, c'est le cerveau qui fonctionne en mode automatique. Et c'est normal qu'on ait notre cerveau qui fonctionne parfois en mode automatique, parce que le cerveau doit être économe. Le cerveau fonctionne le plus souvent en essayant d'être en veille, en essayant d'économiser le moins d'énergie possible, enfin d'utiliser le moins d'énergie possible. Et donc ça veut dire que vous avez des routines, on appelle ça des heuristiques, qui vous permettent de prendre un chemin qui est déjà tout tracé. Et très souvent ça marche, mais on peut imaginer un contexte où systématiquement, quand votre cerveau déclenche ce petit chemin, ce petit raccourci tout fait, et vous vous plantez. Et c'est pour ça qu'ils ont compris qu'il y avait deux modes de fonctionnement de notre cerveau. Il y a un mode de fonctionnement automatique et il y a un mode de fonctionnement réfléchi, plus coûteux en énergie. Vous savez, de la même manière que quand vous êtes en train de marcher, vous n'êtes pas en train de vous dire « tiens, je suis en train de marcher ». Par contre, si vous butez dans un truc, vous allez réfléchir un petit peu plus à ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est normalement le système 2, c'est-à-dire ce mode de fonctionnement du cerveau, doit s'activer pour pouvoir corriger les erreurs que peut produire le système 1. Mais donc pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'une manière de se représenter la persuasion aujourd'hui, c'est de considérer que le rôle que vous faites quand vous persuadez, enfin votre travail quand vous essayez de persuader, c'est d'essayer de déclencher le mode de raisonnement rapide et automatique pour que les gens finalement prennent une décision sans trop réfléchir. Donc évidemment ça soulève la question de la manipulation et c'est pour ça que même si on se représente la persuasion comme ça, comme l'exploitation des biais et des heuristiques, évidemment que vous allez avoir besoin d'utiliser ce genre de levier si vous voulez que les gens passent effectivement à l'action. Mais si vous ne faites que ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas également dans votre discours des choses qui visent à donner aux gens de bonnes raisons d'agir, là c'est pas glorieux, c'est de la manipulation et sur le long terme vous allez complètement griller votre ethos. Et c'est pour ça que je trouve que le modèle d'Aristote est tellement important. C'est que c'est plus profond si vous voulez qu'on appuie sur un bouton et gling, ça déclenche un comportement. Tiré, si vous voulez, de ce modèle des biais et des heuristiques, vous avez la Bible des gens qui font du marketing en ligne, à savoir, je crois que ça s'appelle influence et persuasion, ou influence et manipulation, ça, je ne sais plus, ça dépend de comment il a été traduit en français, d'un gars qui s'appelle Robert Cialdini,
Et là, il vous présente différents leviers que vous pouvez utiliser, comme l'urgence, comme la stratégie du pied dans la porte, c'est-à-dire une fois que les gens ont fait une petite concession en votre faveur, et ben, ils seront prêts à faire une plus grande concession en votre faveur. Et donc, il balaye comme ça dans ce livre qui est très intéressant et que vous devez lire. Je crois 7 leviers, ou 6 leviers, je ne me souviens plus, que vous pouvez enclencher si vous voulez que vos discours soient efficaces, en gardant toujours à l'esprit que c'est un travail sur la persuasion que vous devez faire, c'est une réflexion que vous devez mener, mais que ça doit aller de pair avec de bonnes raisons d'agir. Vous devez également donner de bonnes raisons d'agir. Un autre modèle, donc ça c'est vraiment ce deuxième temps de la persuasion, et c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant, et c'est ce que je vais creuser dans les prochains jours pour me renforcer un petit peu sur l'état de l'art. Je vous donne un autre modèle qui est assez intéressant de la persuasion, c'est ce qu'on appelle le nudge. Et donc le nudge, qu'est-ce que c'est? C'est une petite incitation. Donc c'est une manière de déclencher des comportements chez les gens en changeant, si vous voulez, l'environnement dans lequel ils prennent des décisions. Vous pouvez, le nudge, si vous voulez, c'est un travail qui vise à être un peu un architecte comme ça des décisions des gens. Je vous donne quelques exemples de ça. Bah, si à la cantine, vous mettez des assiettes qui ont une taille un peu plus petite, bah, les gens vont manger moins. Et donc là, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez un peu limité le champ des possibles. Les gens se disent, bah voilà, la taille de l'assiette c'est ça, donc j'en prends une, c'est bien, peut-être j'en prends une deuxième, mais voilà, de toute façon, les gens vont manger moins que si vous aviez mis des assiettes beaucoup plus grosses. Autre exemple, c'est dans les toilettes publiques, vous avez parfois une petite cible ou une petite mouche dans le fond de la cuvette, tout simplement parce que ça exploite un mécanisme psychomoteur qui va nous pousser à viser. Et donc un petit truc comme ça, ça permet d'économiser énormément les frais de nettoyage des toilettes publiques. Vous avez d'autres choses du type, je sais pas, on va mettre le passage piéton avec un effet qui donne l'impression que c'est en relief. Et donc quand vous arrivez au passage piéton, ça va vous pousser à freiner. Donc vous avez des choses comme ça qui vous poussent à prendre certaines décisions sans que vous en ayez conscience, tout simplement parce que l'environnement dans lequel vous prenez votre décision a été modifié. Je donne d'autres exemples de ça. Là, on est vraiment dans des trucs qui relèvent du marketing. C'est quand vous achetez un software, donc vous allez sur le site, vous optez pour un software parce que vous en avez besoin, vous allez avoir plusieurs offres. Et parmi ces offres, vous allez avoir une offre gratuite. Et là, on va vous dire, ouais, c'est gratuit, mais c'est basique, vous pouvez pas faire grand chose. Vous allez avoir une offre Premium Plus, où là vous avez tout, et c'est quand même vachement cher, et vous allez avoir, nos clients ont choisi massivement cette offre, une offre moyenne quoi. Et c'est vraiment ça, c'est bon voilà, il y a l'offre gratuite, je vous la propose quand même, mais enfin voilà, je pense que vous avez plus d'ambition que ça. Vous avez l'offre premium, c'est là je vous la montre quand même, parce que ça pourrait un jour vous intéresser, mais c'est pas, voilà, c'est peut-être que c'est quand même un peu abusé. Par contre, l'offre pro, ça c'est bien, là vraiment vous avez, le prix est très raisonnable et vous avez tout ce dont vous avez besoin. En général vous avez 0, 29,90 et puis je sais pas 79, et comme ça vous vous dites ouais quand même c'est quand même beaucoup moins cher. Donc vous ne payez pas 0, vous payez plutôt 29,90. Donc c'est des choses comme ça où on essaie de modifier l'environnement dans lequel les gens prennent des choix pour qu'une option en particulier soit saillante. Et je vous ai fait une vidéo sur la chaîne principale en vous parlant des dérives qu'on peut avoir avec les nudges. C'est que quand vous avez des politiques, je sais pas, des politiques qui deviennent où l'État veut vraiment, pour votre bien, vous pousser à faire beaucoup plus de choses, ben on peut comme ça de manière insidieuse, vous pousser à faire certaines choses sans que vous en ayez conscience. Donc je pense que c'est important d'avoir une réflexion là-dessus. Voilà donc pour ce que je pouvais vous dire sur cette historique de ce champ de recherche, c'est quand même très intéressant, ce champ de recherche de la persuasion. Donc pour moi c'est vraiment les deux grandes époques qui sont importantes. Vous avez à peu près tout ce qui devait être dit sans faire de recherche, sans faire d'expérience dans l'Antiquité. Ensuite, vous avez effectivement des petites colorations sympas parce que les styles évoluent, mais les exemples changent, mais le cœur de doctrine, le cœur de théorie évolue pas beaucoup. Et par contre, vous avez une révolution qui s'amorce à partir du moment où les méthodes expérimentales se diffusent et à partir du moment où on a des outils qui permettent de vérifier effectivement ce qui se passe dans le cerveau des gens. Et c'est ce champ que je vais explorer à partir de maintenant pour développer de nouveaux outils. Et j'ai vraiment envie de me plonger un petit peu là dans l'état de l'art. Et je vous en parlerai un peu plus tard parce que
après ces 2 premières vidéos qui sont théoriques, je voudrais vous faire une vidéo plus pratique avec l'état de l'art de ce que je considère comme les bonnes pratiques en matière de persuasion. Et donc je pense dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des 4 P, la stratégie des 4 P, parce que ça vous permet de bien savoir quel levier de la persuasion vous devez utiliser à tel moment de votre campagne ou de votre discours. Et je pense que ça va vous plaire. Donc comme d'habitude, vous pouvez me soutenir, sachez-le. Si vous aimez bien si vous aimez bien ce format, si vous aimez bien le fait que je diffuse comme ça de la connaissance sur la rhétorique, eh bien vous pouvez rejoindre mon association avec, comme d'habitude, vous le savez, vous avez un très gros bonus. Salut le chien. Regardez, il y a un chien. Hop là. Il y a un très gros bonus si vous voulez commencer à investir parce que vous pourrez avoir accès comme ça à une formation tout à fait gratuite. Prenez bien soin de vous et à très vite.